Salut les copines, donc aujourd'hui grosse séquence à tourner. On va apprendre justement à allumer un feu en milieu naturel, peu importe les conditions, peu importe la saison, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. On va apprendre dans la première partie à bâtonner. Donc qu'est-ce que c'est que bâtonner, à quoi ça sert. Ensuite on apprendra à préparer un foyer, donc c'est-à-dire préparer l'emplacement avant même d'allumer son feu. On va apprendre à le protéger dans toutes conditions. Donc on va faire une très grosse distinction entre les feux de camp bushcraft, les trucs avec les copains pour aller faire griller du marshmallow et le feu de survie. En premier lieu, on va faire un petit point rapide sur les équipements indispensables, ce qu'on appelle les EPI. En premier lieu, on va avoir les gants. Alors je veux que tu aies une paire de gants en cuir, justement pour pouvoir venir attraper, pour pouvoir venir trifouiller. Ça évite de se mettre des écharpes dans les doigts, ça évite de se faire piquer par une bestiole. Donc ça, c'est indispensable. Et en deuxième gant, je veux que tu aies un gant anti-coupure dans ton kit. Donc ça, c'est totalement différent d'un gant en cuir. Faut te dire que là, si tu dérapes avec un couteau, et ben les gants en cuir qu'on voit souvent en bushcraft et compagnie, ça va passer au travers. Là, tu vois, par exemple, je me suis déjà blessé au pouce une fois. Alors que des gants comme ça, alors c'est des gants que tu vas trouver par exemple dans l'industrie, c'est des gants avec lesquels on va travailler pour aller couper de la bidoche par exemple chez le boucher, et ben là ça passe pas. Donc la protection des mains et des doigts, indispensable. Ensuite on va avoir besoin de lunettes de protection. Alors celle-là c'est celle que j'utilise aussi justement dans les EPI de premier secours, donc elles vont être hyper polyvalentes. Quand tu vas me voir comme ça, tu te dis ça y est, le mec il a l'air d'un clown. À quoi ça sert? Pourquoi c'est indispensable? Eh ben, je te raconte pas le nombre de fois où avant je bâtonnais, je trifouillais mes bouts de bois, j'avais pas de lunettes de protection et je t'assure que passer une journée, même plusieurs heures avec une grosse écharpe de bois dans l'œil, ça fait hyper mal, c'est hyper désagréable et ça peut t'amener justement à une situation de survie. Pourquoi? Bah parce que du coup tu es plus attentif, tu as mal, tu as un œil fermé, tu tournes comme ça en rond, tu vois pas les racines, tu vois pas le fossé qui est à côté et ça part très vite en couille. Alors pourquoi ce type de lunettes? Tout simplement parce que c'est beaucoup plus polyvalent. Il suffit d'avoir la flotte dans la gueule, que ça grêle, de se prendre de la neige dans la tronche et tout, tu es très vite aveuglé comme ça. Et donc à la place, on va avoir ce genre de lunettes. Donc c'est des lunettes que tu peux retrouver par exemple pour aller faire du quad, de la motocross. C'est fait exprès vraiment pour protéger les yeux des projections. Et là, même si tu as de la flotte en pleine tronche qui vient avec le vent, bah, tu es capable de voir. Tu vois clairement. Ensuite, bien sûr, eh ben, on va avoir besoin d'un couteau de survie. Alors comment est-ce qu'on reconnaît un véritable couteau de survie? Un couteau qui va pouvoir nous servir justement à bâtonner, qui va pouvoir nous servir à travailler le bois, à faire du feu. En fait, le couteau de survie, c'est une lame entière comme ça, assez épaisse. Et on vient juste fixer des plaquettes sur les côtés pour le maintien. Le couteau devra toujours être équipé de ce qu'on appelle une dragonne. Ça va servir justement à venir bloquer ton poignet à l'intérieur. Et ça évite justement, tu vois, de perdre le couteau déjà. Ça évite que le couteau ripe, de venir t'entailler une main, t'entailler un doigt, t'entailler un bout de bras. Et tu vas voir qu'avec le travail qu'on va avoir à faire, et ben, ça arrive très très rapidement. Avec le couteau, toujours un fourreau, quoi qu'il arrive. On évitera les fourreaux en cuir parce qu'en milieu naturel, quand il est question de survie, de trek, d'immersion prolongée, tout simplement le cuir, ça vieillit mal, ça prend la flotte, ça prend l'humidité. Ça n'a pas non plus le même maintien. Là, tu vois, je peux secouer mon couteau dans tous les sens, il ne bougera pas. Ce qui n'arrivera pas justement avec un étui en cuir. La règle numéro 1, du coup, quand on travaille avec un couteau, c'est les EPI. La règle numéro 2, c'est que lorsqu'on a fini d'utiliser le couteau, on ne se déplace pas partout avec le couteau. On ne pose pas le couteau par terre comme ça pour aller faire autre chose. Quand tu as fini de travailler avec ton couteau, tu le ranges, tu le sécurises. Les autres outils secondaires, donc on va avoir besoin d'un affûteur manuel. Tu vas voir qu'avec tout le travail qu'on va faire, notamment sur le bois, on abîme très vite le fil de la lame. On va très vite perdre du coupant. Ce genre de petit affûteur rapide, c'est très bien. Tac, tac, tac. Ta lame, elle est réaffûtée. Par contre, on va avoir un fil qui est beaucoup plus sensible, beaucoup plus fragile. Il faudra revenir beaucoup plus souvent le travailler. Donc, on va beaucoup plus abîmer le couteau. On va en plus changer son angle. On va avoir un angle qui est quasiment industriel. Donc, je ne vais pas rentrer dans tous ces détails-là parce qu'apprendre à affûter un couteau, de toute façon, la pierre japonaise et tout, c'est un truc qui est assez casse-couille. Ça demande pas mal d'expérience. Donc en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est de toujours avoir un couteau affûté avant de sortir. Et en dernier, on aura besoin d'une petite scie à main. Donc là, c'est une petite scie, ce qu'on appelle une scie pocket. Moi, ce que je te conseille, c'est juste cette taille-là. C'est amplement suffisant. En fait, ta scie, elle doit pas être plus grande que ton couteau de survie. Ça sert strictement à rien de se promener avec des grandes scies comme ça. Nous, on n'est pas en bushcraft. Le premier outil dont on va avoir besoin pour bâtonner, ça va être une masse. Elle va servir à venir taper sur le coin de la gueule du couteau. Donc, c'est la première chose qu'on va apprendre à fabriquer ensemble maintenant. Pour fabriquer une masse, tu vas déjà avoir besoin d'un bâton de bon calibre comme celui-ci. L'objectif, ça va être de fabriquer une poignée et avoir un marteau avec lequel on va pouvoir taper comme ça. Donc là, tu vois, par exemple, j'ai pas une très bonne prise en main ici parce que j'ai pas de manche. Et du coup, quand je vais venir taper,
et bah, ça bouge, j'ai pas un super bon maintien, je peux pas appliquer la force nécessaire et ça c'est un risque d'accident. Deuxième chose à venir prendre en compte, la longueur. Là tu vois, j'ai une longueur beaucoup trop longue. Ce que je veux, c'est un prolongement de mon bras pour venir taper sur le couteau, c'est pas une épée. Donc là, je vais venir prendre des marques pour pouvoir te montrer. Donc là, tu vois où s'arrête ma main. Et ben, je vais faire un trait ici pour que tu puisses visualiser. Là, ça va être notre manche. Et maintenant, moi, je veux un truc pour taper. Je vais monter à peu près jusqu'ici. Donc, à peu près 2 fois la longueur de ma main. Et ça suffit amplement. Je vais prendre ma scie et je vais venir tailler mon manche. Pour ce faire, je me pose bien à plat. J'éloigne ma main le plus possible. Et je vais commencer à entailler mon bâton. Ce que je vais chercher là, c'est l'entailler sur toute la circonférence, mais pas jusqu'au milieu, ok? On enlève peut-être même pas un quart du morceau de bois. On va avoir besoin déjà d'une petite masse provisoire qu'on abandonnera ensuite. Ça va te permettre de voir justement pourquoi un truc trop long comme ça, et quand t'as pas de manche, pourquoi en fin de compte c'est dangereux. Alors tu vois aujourd'hui par exemple, connerie, c'est bien pour te démontrer que le moindre détail a son importance. J'ai oublié le gant de ma main droite, je n'ai que le gant de ma main gauche et qu'une protection de la main droite. Ce qui veut dire que là, je suis venu mettre mon gant de protection de main droite sur la main gauche à l'envers. Bon là, ça va faire le taf. Par contre, je ne vais pas pouvoir me protéger. Et ça, c'est encore une fois une connerie. Heureusement, c'est la main avec laquelle je tape, donc elle est relativement en sécurité. Maintenant, on va parler bâtonnage. Le bâtonnage, ça demande au minimum 3 points d'appui. C'est-à-dire que j'ai au moins un genou fixé au sol, comme ça. Mon pied bien solidement ancré au sol et un point d'appui avec mon bâton. Alors le bâtonnage, ça consiste en quoi? Je vais placer mon couteau, la lame de mon couteau, et je vais lui taper dessus dans le sens des fibres du bois. Surtout, c'est très important. Ça évite justement de tout péter, de déraper. Et je vais venir lui taper dessus pour enlever un quart de matière à chaque fois autour du morceau de bois. Je vais te montrer, ça va être plus clair. Là, par exemple, j'ai scié jusqu'ici. T'as vu comme ça rip? Donc autant que possible, on essaye d'orienter la lame loin de son bide, loin d'un de ses membres, et je viens taper. T'as vu, comparé à la première fois où je suis venu taper, là c'est beaucoup plus efficace et il n'y a pas eu de risque de dérapage. Ok, donc là ma masse elle est quasiment finie, tu vois la différence. Là j'ai un manche pour vraiment venir tenir. Il ne me reste plus qu'à venir sectionner pour obtenir justement la longueur souhaitée. Alors, petite astuce de terrain, la meilleure des manières pour scier, c'est de venir mettre un bâton à l'horizontale et te placer justement perpendiculairement au bâton. Tu viens te mettre sur le côté et là, tu vas pouvoir venir scier beaucoup plus efficacement. Et là, tu vois, comparé à tout à l'heure, là, j'étais pas à l'aise, je dérapais, je bougeais. Là, j'ai une poignée, tu vois. Là, je peux venir cogner, tu vois. Là j'ai du maintien. Là, je peux venir mettre de la force. Donc ça, ce sera notre première étape. Deuxième étape, maintenant, le bâtonnage pur. Donc, je viens prendre la lame de mon couteau. Je prends mes appuis. Et là, je peux venir taper sur ma lame avec mon marteau. Donc, l'objectif, en fait, ça va être de venir maintenir l'axe de ton couteau avec cette main-là et taper sur le haut de la lame. Voilà, là j'ai bâtonné là. Alors pourquoi bâtonner? Pourquoi faire tout ce cirque? Pourquoi pas ramasser des morceaux de bout de bois par terre, les foutre au feu? Tout simplement parce que là tu vois, je suis dans un environnement humide, donc c'est valable de toute façon pour tous les environnements. Et lorsque je viens ouvrir mon bout de bois comme ça en deux, le bois qui est au centre ici là, ça c'est du bois hyper sec, c'est du bois où l'humidité ne pénètre pas outre. Et c'est justement avec ce bois sec là à l'intérieur que tu vas pouvoir alimenter ton feu, mais surtout c'est très important pour pouvoir le démarrer, pour lui permettre de monter en température sans avoir du bois qui est beaucoup trop humide. Il faut te dire que pour une bonne amorce de bois justement, il faut un bois qui soit sec à 15-20% grand maximum. Si tu as plus d'humidité là-dedans, tu vas avoir du mal à démarrer ton feu, voire ton feu ne va pas démarrer du tout. Tu vas commencer à avoir une petite flamme, tu vas foutre tes initiateurs et ça va s'éteindre parce que le bois sera beaucoup trop humide. Et si jamais tu n'as pas de scie, tu cherches un arbre en Y comme ça. Hop là, tu vois. Et là, je viens d'éviter. D'ailleurs, c'est pareil, tu vois, si tu n'as pas de couteau de survie, l'objectif, ça va être de trouver des bûchettes qui sont déjà un petit peu fendues. Tu fous un coin là-dedans et tu viens lui taper sur le coin de la tronche. Bon là, une main, c'est pas simple. Je vais pouvoir te montrer. Donc l'objectif, c'est de trouver une petite bûchette qui était abîmée, qui a déjà été un peu fendue. Tu essaies de trouver un coin, quelque chose d'adapté dehors.
et tu viens lui taper sur la gueule directement avec une massue. Tu fais gaffe à tes doigts, mais en principe, si tu n'as pas de couteau, c'est que tu n'as pas de gants. Et tu vois, progressivement, je vais pouvoir venir arracher ma bûchette. Là, c'est pas encore assez. Tu vois, hop, ça y est, j'ai réussi à bâtonner. Alors ça, moi, je l'utilise très souvent aussi, justement, pour éviter d'abîmer le fil de mon couteau, surtout sur des séjours qui sont prolongés dehors. Mais comme je te l'ai montré, tu vois, si tu n'as pas de scie, tu n'as rien, tu trouves deux arbres en Y, clac, tu casses, tu arraches. Tu trouves un coin, tu vois, je peux recommencer avec un autre. Tu trouves un truc à peu près pointu, à peu près de la même taille que tu puisses rentrer. Et là, tu viens lui taper sur le coin de la gueule. Ah, c'est beaucoup plus lent et beaucoup plus énergivore qu'au couteau. Ça, c'est normal. Ça, c'est un truc que j'ai déjà dû utiliser après la perte d'un couteau. Donc quand tu n'as rien, et ben, soit tu arraches comme je te disais entre deux arbres. Tu peux utiliser aussi ton ciseau Gesco de ta trousse de secours pour commencer à faire une ouverture. C'est une technique de bûcheron, hein. Les bûcherons, c'est ce qu'ils font. Ils entaillent à la hache, ils foutent un coin et ils finissent le bordel. Tu vois, hop, ça y est.